Avant de commencer cet épisode, on voulait vous dire quelque chose d'important. Bas de Carré est un média entièrement indépendant porté par 4 réunionnais bénévoles. Depuis 5 ans, on consacre nos soirées, nos week-ends et une bonne partie de nos vies pour raconter la Réunion. Mais pour continuer à produire tout ce contenu, on a besoin de vous. Si Bas de Carré vous a appris quelque chose, ému, fait rire ou réfléchir, vous pouvez nous soutenir dès 1 euro par mois. Ça peut paraître symbolique, mais pour nous c'est énorme. Ça nous aide à financer le matériel, les logiciels, les monteurs et à garder Bas de Carré libre et vivant. On compte vraiment sur votre soutien. Le lien pour faire un don est en description. Merci, bon paix la Réunion. Cliquez, craquez. Salut Mathieu, Salut Fabienne. bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Hello Lucie, Salut Yon, comment il est? elle est la même. Alors, qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? Alors on reçoit quelqu'un que je connais depuis un moment déjà et que j'avais vraiment envie qu'on en parle dans Bas de Carré. On reçoit Didier Boutiana, il est chorégraphe, danseur et directeur artistique de la compagnie Soul City. Du coup, Soul City, c'est quoi exactement? C'est une compagnie de danse? Exactement, Didier il a fondé Soul City et depuis il construit quelque chose d'assez unique, une danse qui puise dans l'histoire de l'île, les cérémonies, son identité. Dans cet épisode, on va parler de création, de ce qui nourrit son travail, mais aussi de Wagon, son projet éducatif qui touche une centaine de jeunes chaque année. Génial, encore un épisode qui va nous inspirer. C'est super de créer pour soi et de transmettre aux autres, même si c'est pas toujours facile. Allez, bonne écoute à toutes! Bonne écoute à toutes. Bonjour Didier et bienvenue dans Bas de Carré. Merci Lucie, merci pour ton invitation. Alors Didier, tu es chorégraphe, danseur, directeur artistique de la compagnie Soul City. Ton parcours, il est fascinant. Tu as commencé comme b-boy dans les rues du port et aujourd'hui, tes spectacles tournent dans les plus grands théâtres de l'île et d'ailleurs. On se connaît depuis un moment déjà, on bosse ensemble depuis 2018, il me semble. J'ai travaillé sur pas mal de tes projets, notamment l'identité visuelle de Wagon. Et j'avais vraiment envie qu'on puisse en parler aujourd'hui dans le podcast. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais te présenter toi-même à nos auditeurs? Oui, rapidement, parce que je sais jamais par où commencer et qui m'écoute. Mais en tout cas, si je fais brièvement, écoute, moi, je suis né au port. Je suis né en 1987. Je suis né dans un quartier qui s'appelle la Cité RN4. Pour ceux qui connaissent le port, c'est un quartier qui maintenant est en face du Roi Merlin. Voilà. Maintenant, il y a un rond-point. Okay. Je dis maintenant parce qu'à mon époque, il n'y avait pas le Roi Merlin, il n'y avait pas le centre commercial en face, etc. Tout ça, c'était la brousse. Et d'ailleurs, avec ma famille, on allait se baigner à la rivière à pied. Donc, on traversait toute cette savane-là pour aller à la rivière. Donc, je suis pas né ici. Je suis né à la rivière des Galets. Ok. Et après, alors si je me souviens de ce que ma mère m'a dit, je crois qu'à l'âge de 3 ans, on est venu habiter à la cité RN4. Ça a l'air stylé comme ça, cité RN4, mais ça veut juste dire la route nationale 4. En fait, la route qui descend du rond-point de la rivière des Galets jusqu'au rond-point des Danseuses, ça s'appelle la route nationale 4. D'accord. Et la cité s'appelle la cité RN4. Et pour la petite histoire, tous les gens qui habitent ici, comme ma mère et une partie de ma famille, du côté de ma mère, étaient dans un bidonville à la Possession, Ok. qui s'appelait le bidonville de la Ravina Marquée. Et, mais vraiment bidonville. Hein. Là, je ne te parle pas d'un quartier défavorisé. Hein. Ma mère me raconte qu'il fallait aller chercher l'eau dans un robinet, dans un coin comme ça. Il fallait marcher 30 minutes. Voilà, tu vois, tu allais chercher l'eau le matin et le soir. Et en fait, ils ont détruit ce bidonville et ils ont relogé toutes les personnes, toutes les familles à la cité RN4. Voilà. Ouais, il y avait un grand mouvement de développement, enfin, infrastructure à cette époque, j'imagine. Ouais, il y avait une politique pour raser les bidonvilles. Et le dernier bidonville qui existait, et je pense que tu l'as connu, c'était le bidonville à côté des Beaux-Arts.
Tu vois, la gare du port, Ouais, il y a ouais, les ouais. Beaux-Arts. Et en fait, si tu allais, par exemple, au Parc Boisé ou au collège de l'Oasis, il y avait des cases en tôle. Quand on dit bidonville, c'est vraiment, il n'y a pas d'eau ni électricité dans les maisons. Tu vois. Mm, mm, mm. Quand je suis né, ma grand-mère habitait à la cité RN4. Ma mère et mon père sont partis habiter à la rivière des Galets. Et puis, à l'âge de 3 ans, on a eu une maison qui était voisin de ma grand-mère. Donc, toute mon enfance, je l'ai vécue dans cette cité. Ok. J'ai découvert la danse dans cette cité. Voilà, je te passe les détails, mais je suis parti au collège de l'Oasis, au port. Ensuite, j'ai fait un lycée professionnel qui s'appelle le lycée Le Pervenche. Et ensuite, j'ai fait un bond en général parce que j'avais regretté d'avoir choisi le BEP comme parcours d'études. Et il y avait un pont à l'époque, mais même aujourd'hui, je pense que ça existe encore, qui s'appelle comment encore un truc comme passerelle, Ok. où au lieu d'aller en bac pro, quand tu finis ton BEP, tu vas en bac pro. Mhm. Au lieu de faire ça, tu refais un cursus long en général. D'accord. Tu passes ton BEP, tu restes 2 ans au lycée professionnel. Je crois que le BEP, ça existe même plus maintenant, non? Ah ouais, je suis un gars à l'ancienne, moi. Non, mais je crois que parce que le BEP et le bac pro, c'était 2 ans et 2 ans, il me semble, et que maintenant, ils ont juste fait un bac pro 3 ans. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, tu vois, je suis plus très jeune. Mais voilà, j'étais en BEP mécanique, ça s'appelait MSMA, maintenance des systèmes automatisés. Pour la petite histoire, le premier jour de la rentrée, à la récréation, je suis parti voir le proviseur et je lui ai dit, monsieur, je me suis trompé, je veux absolument aller en général. Parce qu'en fait, j'avais la moyenne, etc. Bref, je passe un peu là-dessus, ça fait un peu revanchard. Mais j'avais la moyenne et j'avais compris que les élèves qui étaient là étaient en échec scolaire. Alors que Mhm. moi, je n'étais pas en échec scolaire, tu vois. Mais j'ai été séduit à la journée porte ouverte. Tu vois, on était en 3e, on fait les journées portes ouvertes. Et là, on va visiter ce lycée professionnel. Et dans cette section MSMA, eh ben, je suis séduit par cet apprentissage autour de l'automatisation des machines. On va réparer, on va brancher, on va faire en sorte tu vois, de réparer des grosses machines, quoi, type ascenseur ou quoi, tu vois. Oui, et puis aussi peut-être l'idée d'être déjà dans le concret. Bah, figure-toi que moi, je m'en fichais. Et en fait, dans ces années-là, début 2000, quoi, un truc comme ça, c'était un peu la politique de cette génération-là qui a poussé les jeunes à aller dans des formations professionnelles. En soi, Mhm. on disait, vous devez apprendre un métier, donc allez dans ces filières-là, vous allez apprendre quelque chose. Tu Ouais. vois, Mhm. il y a plein de gars comme moi qui étaient pas forcément bons, tu vois, j'avais pas 20 de moyenne en 3e, mais j'avais mon petit 14, 15, parfois même j'étais premier de la classe, tu vois, un truc comme ça, tu vois, j'étais un gars très scolaire dans mon enfance. Mhm. Mais arrive cette politique et tout, et ça nous a influencés. Et on est pas mal à avoir regretté de s'être inscrit au lycée professionnel. Bon, bref, je me suis rattrapé. J'ai fait ce qu'on appelle une passerelle, et du coup, je suis parti en lycée général. Et là, c'était comme si j'avais redoublé une classe parce qu'on atterrissait en première. Ok. Normalement, avec mon âge, on devait être, je dis on parce qu'il y avait 2 autres gars qui étaient avec moi, complices de cette envie de sortir de ce ghetto. Les gars qui s'appellent Marvin et Ismaël. Tous les 3, on a monté le plan pour faire ça. Et du coup, ça faisait comme si on avait redoublé parce qu'on se retrouvait en première, alors que normalement, avec notre âge, on devait être en terminale. Bref, on arrive en première au lycée Butor. Et là, étonnamment, on faisait partie des meilleurs de la classe parce que tu sais quoi, tout ce qu'ils apprenaient théoriquement, nous, on l'avait senti, tu vois. On avait Mhm. senti l'odeur de l'huile, le moteur qui chauffe, l'odeur de la rouille, du soudage et tout. Et eux, ils regardaient ça sur un écran projeté, tu vois. Mhm. Et là, en fait, on connaissait le nom des machines par cœur, les rotules, le rodage, le truc. Et franchement, on était même fiers, tu vois, Mhm. d'être là avec ces connaissances. Bref, j'ai eu mon bac, c'était un bac STI, et puis je suis parti à la fac. Quand je te raconte tout ça, je vais à l'école la journée et tous les soirs, je danse. Tous les soirs, je Ok. dépose mon sac. En fait, j'arrive chez moi vers 18h parce que je prenais le bus. Je dépose mon sac et je vais dans la maison de quartier qui se trouve toujours encore aujourd'hui en face de chez moi.
dans cette cité RN4. Et je dépose mon sac et je vais m'entraîner. Et ma vie se résume à aller à l'école la journée, s'entraîner le soir et faire des battles le week-end. Ok, mais du coup, si on back up un peu, t'as commencé à danser très tôt. C'est comment t'as découvert la danse finalement? C'était quand? Dans quel contexte? Il faut savoir que moi, j'ai toujours été très sportif et j'enchaînais les sports comme ça. Sports payants, tu vois, j'ai fait du foot dans le club du port qui s'appelle la Jeanne d'Arc. J'étais très fier de ça parce qu'il fallait être sélectionné, tu vois. Donc, j'ai passé la sélection. La sélection, c'est quoi? C'est qu'on jouait au foot toute la journée et il y avait un jury qui sélectionnait les danseurs comme ça, tu vois. Et j'ai été sélectionné et j'ai fait du foot pendant 1 an au port. Mais le truc, c'est que ça m'a pas plu parce que j'étais assez bon au foot, mais dans mon quartier, tu vois. Avec mon short, torse nu, pieds nus, on jouait dans l'herbe, tu vois. Et là, je traversais ce bout de terrain en dribblant tout le monde, tu vois. Et là, en jouant dans un club, déjà, on m'habille. Tu vois, tu imagines bien, je suis un petit mec du port, tu vois. On commence à mettre les chaussures, les crampons, là, avec les protections, etc. Déjà, je marche comme un canard. Et puis, on me donne un rôle, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu restes tout à gauche du terrain et tu montes et tu descends. Et c'est toi qui sers le ballon pour que la personne fasse une tête pour marquer, tu vois. Ouais, ok, Donc, ouais. j'ai un rôle comme ça et je monte, je descends et ça m'ennuie en fait. Je peux plus m'amuser à jouer, quoi. Pour moi, jouer, Mhm. faire du foot, c'était ça, c'était du freestyle, tu vois. Mhm. Ah, ben, j'ai fait 1 an quand même parce que c'était mon sport et quand même ça me musclait pas mal et j'aimais bien ça, tu vois. Mais là, t'avais genre quel âge? Là, j'avais, avant que je danse, à 14 ans, donc là, j'ai 12 ans. D'accord. Bref, j'ai fait du foot, j'ai fait du volleyball. Ça, j'aimais énormément le volleyball. Mais c'était le père d'une amie de ma classe qui nous emmenait. Et quand elle a arrêté, parce que je sais pas pourquoi, eh ben, j'avais pas de transport pour y aller, tu vois. Du coup, on a arrêté comme ça. Les basiques de l'enfance à La Réunion. Pas de transport, reste de case, quoi. Ouais, transport, RSA, bière de dos, Zamal. On est là-dedans, là, tu vois. Ouais. Mes parents ne boivent pas d'alcool, ne fument pas, mais RSA, quoi. Tu vois, Mhm. au chômage. Donc, misère. Et moi, je suis de l'époque où tu ouvrais le frigo, il n'y avait rien dedans, quoi. Et bref, je fais pas mal de sport. Là, on est à une époque où la danse commence à être visible à la télé, notamment avec les premiers clips de Missy Elliott. Ok. On est dans l'époque aussi des boys bands. Tu vois, il y avait les Boys to Men, les To Be Free. Et c'était Mhm. des gars, des meufs comme ça qui chantaient, qui dansaient en même temps. On est dans les Ouais. débuts de Cher, on est dans les débuts de Miss Elliott, je l'ai dit, avec qui encore. Bref, à la télé, on voyait des gens danser. Ok. Tu vois, avant de commencer la danse, moi, j'étais un jeune où j'écoutais du rap Mhm. français, du rap américain. Donc, on voit les gens danser. Et c'est une époque où, dans les premiers clips de NTM, il y avait Cool Chain et Joey Star, c'est des anciens danseurs. Et dans les premiers clips, on voyait des danseurs, tu vois. Et même Cool Chain, c'était un super bon danseur. On le voyait faire des passe-passe comme ça au sol. Donc je vois ça à la télé, je trouve ça cool. On se retrouve au collège et tout, on en parle, se passe des musiques pour écouter et tout. Et là, il y a un mouvement dans mon quartier où il y a des jeunes, les plus grands, qui commencent à se mettre à la danse. Et un jour, alors que j'étais dans le parc de jeux de mon quartier, et ben les grands me disent ah Didier viens on va danser viens avec nous tu vois et Ok. moi je me lève et je vais avec eux tout simplement parce que là t'as pas de téléphone t'as rien du tout donc du coup tu t'assois et t'attends qu'il y ait un événement tu vois quelqu'un qui t'appelle qui te dit ouais viens on va faire un truc Ouais. et depuis ce jour-là bon, on est parti à la salle on est parti dans la case de mon quartier et puis je me suis jamais arrêté voilà. Ok. Mais qu'est-ce qui t'accrochait un peu dans ce que tu disais en regardant les clips? Est-ce que même il y avait des danseurs réunionnais que tu avais vus à l'époque ou qui t'inspiraient? Enfin... Non, non, du tout. La danse, pour moi, c'était à la télé. Mais en fait, quand je te disais que je voyais des danseurs, genre les clips de Miss Elliott, tu vois, que j'aimais beaucoup, je Ouais. voulais pas forcément danser dans cette époque-là. Je savais Mhm. c'est quoi la danse, j'identifiais un peu la danse hip-hop, mais on était plus musique, tu vois. On D'accord. écoutait de la musique. Franchement, je m'intéressais pas du tout à la danse. Ok. En même temps, j'avais pas de raison de m'intéresser parce que
Je vois personne le faire quand j'ai 10 ans ou quand j'étais au primaire. La danse, Mhm. c'était pas... Mais la musique, je m'en souviens, on était dans la culture urbaine. On Ouais, écoutait du ouais. rap, on écoutait du rap français et beaucoup de rap américain. Mhm. On était là-dedans. Mais Ouais. après, ça vient un peu en même temps, tu vois. Moi, on commence un peu à regarder la télé, les clips arrivent. Et là, j'ai cette proposition-là. Mais la Mhm. première fois, quand ces gars-là me disent de venir m'entraîner, comme je te dis, je me lève, j'y vais. Et à l'époque, tu te lèves, tu y vas et tu sais pas dans quoi tu vas atterrir, mais c'est juste que tu n'as rien à faire, quoi. Et j'arrive Mhm. dans la salle et eux, ils avaient un peu commencé avant et je commence à imiter, à apprendre. Et il y a un gars qui se passionne à m'apprendre à faire des choses. Mais Ok. attention, là où ça a été différent pour moi, j'avais quand même des capacités d'avance. Ok. Parce que tu relis ça au fait que tu faisais déjà genre une activité sportive, par exemple. Tu Ouais, parlais de ça tout j'ai toujours été sportif. à l'heure. Ok. Je savais faire un salto avant même de faire de la danse. D'accord. On faisait des concours de marcher sur les mains dans la cour d'école. Et on faisait le concours de qui sautait plus loin. Enfin, j'arrive dans la danse hip-hop avec une souplesse et une capacité physique prêt à danser, quoi. Mhm. Et j'ai pas peur de rouler, je sais faire un salto. Enfin, tu vois, je fais pas mal d'acrobaties de petits jeunes de quartier. Et la danse, ça semblait pas facile pour moi, mais je sentais que je progressais assez rapidement. Et d'ailleurs, il y a un moment où j'étais considéré comme le meilleur danseur de mon quartier. Et Mhm. après, de la ville, et après, tu vois, j'ai fait des battles. Là, on était fin collège. Après, on est parti au lycée. Quand je te parlais du lycée professionnel, et ben, à la récréation, ben, on danse dans un coin dans la cour d'école avec un petit groupe. Quand je rentre chez moi, je continue mes entraînements. Le week-end, on va faire des battles. Bref, pour moi, c'était l'école et la danse, quoi. Du coup, tu emploies beaucoup le mot danse. Est-ce que à l'époque, tu appelais ça aussi de la danse ou tu disais peut-être, je sais pas, genre breaking ou du break dance? Enfin, je sais pas, c'était quoi la terminologie? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être avec ton évolution, peut-être que tu utilises plus le mot danse que un truc peut-être moins galvaudé. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Non, je crois qu'on a toujours dit danse, hein. Après, Ok. la danse hip-hop. Mais il y a tellement de variantes, tu vois. Tu dis danse, c'est de la danse hip-hop. Si on, Mhm. peut-être avant, on disait du break. Je fais du Ouais. break. Ouais. C'est le diminutif de break dance, tu vois. Mhm. Break. Ouais, moi, je break. Tu vois, quelqu'un peut dire, ah, moi, je break, je suis un breaker. Ou je Ouais. break, je suis un b-boy. B-boy, Mhm. c'est break dancer boy ou breaker boy, quelque chose comme ça. Mhm. Et pour moi, justement ça, pour moi, je faisais de la danse. Parce que Ok. même dans le breakdance, il y a les danseurs et les acrobates. Bizarrement, Ok. même si j'avais des capacités à faire des acrobaties, c'est pas ce qui me séduisait le plus. J'ai toujours aimé danser. Danser, c'est quoi? Mhm. Tu as le rythme, tu cherches ton style, tu es musical, tu cherches à danser, on va dire, de manière très esthétique, à avoir un joli mouvement, à avoir ton style, ta personnalité. Alors qu'un autre breaker, et surtout de mon époque, parce qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé, les danseurs sont autant acrobatiques que artistiques, du coup Mhm. danseurs. Mais à mon époque, soit tu dansais, soit tu étais un break dancer danseur, du coup tu aimes la musicalité, tu as du style, ça va avec la panoplie, hein, tu as la casquette, le baggy, le truc, tu vois, esthétiquement ça se voit que voilà, tu aimes bien le style. Et après, tu Ouais. avais des gars plutôt power move, et ça, c'était des gars qui faisaient plutôt des grands mouvements. Les chevals Ok. d'arceau, ce qu'on appelle les Thomas, ils tournaient sur la tête, etc. Moi, je sais pas tourner sur la tête, par exemple. Tu vois, c'était pas ce qui m'attirait. Moi, Mhm. j'étais plutôt dans des petits mouvements stylés, je dansais, je tenais ma casquette, je faisais des petits mouvements, tu vois. J'étais plutôt ce type de danseur. D'accord. Ce qui fait l'écho avec ma carrière aujourd'hui. Bah, maintenant que tu en parles, peut-être qu'on peut justement faire un petit bond dans le temps et peut-être comment tu décris ton travail maintenant en fait. Comment tu as fait cette évolution? Est-ce que c'était progressif ou est-ce qu'il y a eu des moments clés? Hmm. Est-ce qu'il y a des moments que c'était progressif? Ça, c'est sûr. Ça se décide pas comme ça. Avec le temps, je réalise que, en fait, ce qui me motivait réellement, c'est la notoriété que la danse me donnait. Mhm. Je pense que c'est pour ça que j'avais pas continué aussi les autres sports. Parce que
avec la danse hip-hop, je devenais quelqu'un. Et ça, tu vois, mon projet Wagon, il tient à ça aussi. Tu vois, je me rends compte qu'en fait, on pense choisir en tant que jeune, ouais, moi j'aime ça, etc. Je continue là-dedans. Mais c'est parce que les gens t'envoient une énergie qui fait qu'il y a un moment où tu es même prisonnier de ton propre personnage. Il y a un moment où je progresse en danse, etc. Je sens les gens me regarder, m'admirer et tout, et tu peux plus t'arrêter. Et bref, t'aimes ça aussi, tu vois. Et voilà. Et moi, je danse comme ça. Et à un moment donné, je réalise que je danse depuis 5-6 ans. Je sais faire que ça, etc. Mais je voulais pas forcément être professionnel. En tout cas, je voyais pas. Tu vois, j'y pensais pas parce que je voyais pas. Et je voyais pas parce que à La Réunion, il y avait presque pas de danseurs hip-hop professionnels. D'accord. T'avais pas en fait de représentation, quoi. Non. Quand j'étais à la fac, d'ailleurs Soul City, le groupe Soul City, parce que Soul City, c'est pas moi qui l'ai inventé. Soul City a été créé par un gars qui s'appelle Baba, un gars du port, qui avait créé Soul City en 96, tu vois. Ok. Peut-être qu'on peut dire que c'est Soul City. Soul City, c'est la compagnie que tu mènes aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, ma compagnie s'appelle Soul City. Je suis le directeur et le chorégraphe. Mais le nom Soul City, je ne l'ai pas inventé. C'est un gars qui a créé le crew Soul City au port en 96. Donc, tu vois, moi, je suis né en 87. Du coup, j'étais trop petit enfin, je dansais pas, quoi. Et quand j'arrive, enfin, en tout cas, quand je dansais dans mon quartier, j'admirais les Soul City. C'était des gars stylés. Je voulais absolument danser dans ce crew. Et en fait, toute ma vie, et même aujourd'hui, se repose là-dessus. En fait, j'ai une idée, j'essaie de les atteindre comme ça, tu vois. Et ma première bonne idée, on va dire, c'est de tout faire pour être recruté au sein de Soul City. Parce qu'ils étaient stylés, ils avaient fait des voyages. Les gars, ils étaient partis en Martinique faire des battles, ils étaient passés par Paris, etc. Et puis, ils dansaient hyper bien, tu vois. Pourtant, il y avait d'autres groupes au port, hein, mais moi, je voulais faire de Soul City. Donc à la base, Soul City, c'était un crew de hip-hop. Ouais, c'était un crew de breakdancers. Là, tu as une dizaine de gars âgés entre 10 et 30 ans qui s'entraînent tous les soirs. Ok. Et moi, quand je commence la danse, j'ai mon crew à la Cité RN4 et il y a les Soul City que jeune, je regarde Soul City, c'est des gars expérimentés qui gagnent les battles. Est-ce que j'avais fait un battle? J'avais fait quelques battles, mais jamais Soul City avait participé au battle. Enfin, tu vois, à la Cité RN4, on avait un crew, on avait fait quelques battles, mais jamais on a été confronté contre les Soul City. Ok. Et c'était quoi le nom du crew? C'était crew RN4? C'était RN4 crew, un truc comme ça, tu vois, je sais même. RN4 crew. Yo. Ça faisait pas peur. Mais après, je dis ça, mais il y avait mon groupe à la Cité RN4 et après, on allait à pied au stade Couture s'entraîner. On allait au port, il y a un centre socioculturel. Le Cœur Saignant, c'est le Cœur Saignant. Ok. Et il y a une grande salle des fêtes comme ça et on s'entraînait là tous les week-ends. Et en fait, j'avais formé un autre crew avec des gars plutôt du port, tu vois, port-ville. On avait un crew, on avait fait des battles, etc. Mais pendant tout ce temps-là, moi, je regardais les Soul City. Je dis, putain, il faut rentrer dans Soul City. Et là, il y a un gars de Soul City qui me recrute. Et ça, c'est ma première idée, ma première bonne idée, d'être dans l'un des meilleurs crews de La Réunion. Très rapidement, j'en deviens le leader. Le leader, c'est quoi? C'est le gars qui donne le ton, tu vois. Je dis, bon, là, il y a un battle. Alors qu'avant, quand je suis arrivé, j'étais le dernier, tu vois. J'étais le nouveau. Mais je n'étais pas seul. Il y avait 2 autres gars avec moi qui intégraient le crew Soul City. 2-3 ans après, je devenais le leader de Soul City. Donc, c'est moi qui emmène la musique, c'est moi qui décide quel battle faire. S'il y a un show à faire, je fais la chorégraphie, etc., tu vois. Et ça m'a beaucoup formé en tant que chorégraphe. Pour être le chorégraphe d'aujourd'hui, ça m'a beaucoup formé, tu vois, de diriger un crew comme ça. Donc du coup, tu les as rejoints, tu avais quel âge à peu près alors? Je crois que j'avais 16 ans. Ah ouais, ok. J'ai commencé la danse à 13-14 ans. Ok. Tu dis que tu les rejoins à 16 ans et après, le crew Soul City devient compagnie professionnelle? Non, ça fait longtemps après. Mais oui, mais alors raconte-nous, c'est quoi la tradition? Si tu veux bien, à 16 ans, je rentre dans le crew Soul City
Et quand j'ai 20 ans, c'est là que se forme la compagnie Soul City. Donc, entre 16 et 20, on fait que des battles. Moi, je vais à la fac. Ouais, voilà. Tu vois, c'était les études et Soul City, quoi. Ok. Donc, quand tu as 20 ans, ça devient une compagnie. Quand j'ai 20 ans, il se passe deux choses. Je passe une audition pour être danseur professionnel dans une compagnie. Ce qui me motive à aller à passer cette audition, c'est qu'il y a le Battle of the Year au port. Tu vois, le Battle of the Year, c'est le battle de breakdance, quoi. C'est international, c'est créé par les Allemands. Et en fait, en France, il y a le Battle of the Year pour les Français. Et le meilleur groupe français fait le Battle of the Year international. Pendant longtemps, c'était en Allemagne. Là, en ce moment, c'est plus en Corée. Donc, il y a une sélection en 2008 à La Réunion. Soul City, on participe, on perd en finale. Mais malgré tout, on se retrouve à Montpellier. On prend l'avion, on va à Montpellier avec les finalistes. C'était les 974 All Stars. C'était un autre crew. Ils existent encore aujourd'hui. C'est les gars de Saint-Pierre. Donc, avec les gars de Saint-Pierre, on fait le voyage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le Battle of the Year, il y a deux parties. Tu te fais sélectionner par un show chorégraphique. Tu vois, imagine, il y a 16 crews qui présentent un show de 3 minutes. Là, tu vois, c'est une chorégraphie comme ça, avec une thématique. Et dans ces 16 shows, le jury en choisit 8. Et on prend les 8 crews et on les met en battle. Et ça fait quart, demi, finale. Un truc comme ça. Nous, on perd en finale, mais on gagne le prix du meilleur show. Comme à Montpellier, c'est le même mécanisme. Tu fais le show pour être sélectionné pour faire le battle. Le jury se dit, les 914 All-Stars, ils sont nuls en show. Tu vois, à coup sûr, ils vont perdre, ils vont pas être sélectionnés. Donc, sélectionnons Soul City, ils ont un superbe show et ils ont beaucoup de chance à être sélectionnés. Tu vois, donc ça a ragé un peu tout le monde, tu vois, surtout les 914 All-Stars qui trouvaient ça injuste. Mais malgré tout, on y va. Et là, c'est la première fois où je prends l'avion. Tu vois, j'avais 20 ans. C'est la première fois que je sors de La Réunion. J'avais jamais pris l'avion, tu vois. Pas les sous, je voulais pas forcément aller en France. Mes parents avaient pas les moyens et tout. Moi, j'ai ma petite bourse de 400 € à la fac. J'étais très bien, quoi, tu vois. Quand on arrive à Montpellier, là, je rencontre des danseurs professionnels. On me parle de l'intermittence du spectacle. Parce qu'en fait, quand tu vas participer au battle, tu es à Montpellier. En plus, c'est l'été, etc. Donc, tu rencontres pas mal de danseurs. Il y a des danseurs pros. Il y a des danseurs hip-hop qui dansaient dans des compagnies, etc. Donc, je comprends l'écosystème de c'est quoi être danseur, tu vois. Et ça m'attire. Donc, quand on revient à La Réunion, quand par hasard, il y a une audition, et c'était l'audition de la compagnie Yun Shan. Yun Shan, c'est son nom. C'est une petite dame chinoise chorégraphe qui est à Saint-Denis, qui est encore vivante aujourd'hui. Hein. Et Yun Shan fait une audition et on est plusieurs danseurs hip-hop à faire cette audition. Et moi, je suis pris là. Je suis pris dans Yun Shan et en parallèle, le Cabardoc, qui avait organisé cette édition du Battle of the Year, a un projet pour qu'un crew se professionnalise. Et là, le Cabardoc, à travers Virginie Michel, qui était administratrice là-bas, vient nous voir à l'entraînement de Soul City pour nous dire, bon, là, en moyenne, vous avez entre 18 et 25 ans. Avec le Cabardoc, on veut créer un festival de danse. On veut donner la chance aux danseurs réunionnais à devenir professionnels. Donc, on a pensé à vous. Donc, si vous êtes chaud, faites votre première création. Ce qu'on appelle création, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est raconter une histoire avec la danse, etc. Et c'est là que je quitte la fac. Je suis pris dans Yun Shan. Avec Soul City, on a ce projet de créer notre premier vrai spectacle d'1 heure, produit par le Cabardoc. Et là, moi, je quitte la fac, je quitte tout, et j'étais au début de ma 3e année d'éco. Ouais. Voilà, et là, j'ai 20 ans. Ouais, ok. Donc, en fait, j'aime bien la façon dont tu as décrit ton travail en disant, en fait, on crée une histoire qui dure 1 heure, quoi. C'est ça que tu as dit. C'est ça. On crée des histoires, on est des créateurs d'histoires. C'est bien ça, la création. À une époque, on défendait des positions, on défendait un propos. Aujourd'hui, je dis créer une histoire parce que ça, c'est beaucoup calmé, tu vois. Créer une histoire, ça n'empêche pas de défendre des propos non plus. Oui, c'est vrai.
Ouais. Bah, d'ailleurs, Soul City, on n'a jamais été là-dedans. Parce que quand on fait notre première création, c'est un projet collectif. Mhm. C'est un projet collectif, mais en fait, on était à 10 dans le crew Soul City. Le Cabardoc nous propose le projet. Et je te passe les détails. Le spectacle de fin, c'était un duo avec Shani et moi, chorégraphié par Kenji. En fait, on s'est retrouvés à 3 à la fin. Mhm. On passe de 10 à 3 à vouloir vraiment être professionnel. Parce que moi, je quitte la fac. Shani, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, mais voilà, il a dû... Voilà, on s'est donné du temps à être là dans la salle de danse toute la journée de 9h à 17h. Et Mhm. les autres ont réalisé qu'en fait, ils voulaient pas forcément être danseurs professionnels. D'accord. Il y avait des gars qui étaient déjà papas, d'autres qui étaient déjà en études, d'autres qui travaillaient déjà. Mhm. Ils ont dit non, les gars, ça c'est pour vous. En plus, vous êtes déjà dans la compagnie Yunshan. C'était la différence avec les autres. Shani et moi, on était dans la compagnie Yunshan, donc on savait à quoi s'attendre, quoi. Bref. Mais à cette époque-là, en 2008, 8, 9, 10, on disait qu'on défendait un propos. Et il fallait prendre un peu position sur des propos. Et souvent, les danseurs hip-hop défendaient la danse hip-hop sur scène. Mhm. Tu vois, c'était un peu le truc. On est des danseurs hip-hop. Du coup, le propos, c'était la danse hip-hop, tu vois. Ouais. Et souvent, les titres, c'était un truc un peu cagnard, en verlan, ou un jeu de mots, tu vois. Et nous, notre créa s'appelait Intérieur. La N, terre et rieur. Ok. Le milieu hip-hop aime bien donner des titres avec des jeux de mots comme ça. Ok. C'est marrant ce que tu dis, que par rapport à on défend la danse, le mouvement, voilà, hip-hop et tout, ça vient des États-Unis, donc c'est aussi des histoires, on va dire particulières au territoire, donc ils défendent leur environnement, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est marrant de se dire à La Réunion, qu'est-ce qu'on défend à part le fait de faire cette danse qui vient d'ailleurs, enfin tu vois, avant de pouvoir peut-être l'ancrer dans quelque chose qui se passe à La Réunion. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais c'est justement ça le truc, hein. C'était les danseurs, même tu pourrais dire ça pour un Parisien. Mais la danse hip-hop a cette force-là, c'est que elle n'est pas forcément liée. Tu vois, quand tu fais de la danse hip-hop, tu oublies rapidement le côté américain. En fait, on n'a pas l'impression de s'être approprié une culture américaine. Et c'est ça la puissance de cette culture, tu vois. C'est que tu prends l'essence, tu prends la philosophie, mais tu l'adaptes assez naturellement, tu l'adaptes à ton territoire. Par exemple, il y a une danse hip-hop parisienne, tu vois. Il y a une façon de danser de Paris. Il y a une façon de danser hip-hop, hein, breakdance, pour les gars de Marseille, tu vois. Donc, c'est comme si le hip-hop était né sur leur territoire, tu vois. Et ça, c'est un truc où, voilà, c'est la puissance. C'est pour ça, aujourd'hui, il y a des Coréens et, tu vois, le hip-hop devient international, universel comme ça, parce qu'elle a le pouvoir de naître là où elle est et même de couper la racine avec l'Amérique. Ça, c'est quand une culture a cette force, là, elle est propagée dans le monde entier et elle devient immortelle, quoi. Donc, nous, en tant que Réunionnais, je me suis jamais senti américain. Non, c'est peut-être pas ce que je voulais dire, mais quand tu disais quand on danse et qu'on veut revendiquer quelque chose, je me dis que en fait pour ce qui s'est passé aux États-Unis, peut-être que c'était le fait de dire par la danse, on exprime nos revendications et ces revendications, elles sont très comment dire ça, singulières à l'endroit en particulier. Qui est les États-Unis, tu vois. Mais je me dis peut-être que quand ça s'est installé dans les autres territoires, par exemple à La Réunion, et peut-être que là, vous n'avez pas encore trouvé qu'est-ce que vous vouliez dire à travers la danse et que ça s'est fait au fil du temps. Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant dans le fait de créer l'histoire, la danse et par rapport au territoire. Oui. Ce qu'on avait en commun avec l'Amérique, après, c'était qu'on était des jeunes de rue, quoi, un peu. Ouais. Quand tu dis ça, je revois un peu les premières chorégraphies en France. Ouais, c'était les débuts où on voyait des spectacles type création au théâtre avec des gars en casquette et le bas sur en fait et des baskets Nike requins, tu vois. Ça veut dire que c'était une autre image comme ça et en fait c'était une vague qui arrivait comme ça. Là, on disait que la rue prend possession des théâtres, tu vois, et c'était vraiment sexy à l'époque, hein, c'était le truc. Tu vois, on sort des jeunes dans la rue pour les mettre dans les théâtres, tu vois, au niveau politique, ministère de la Culture,
voilà, le truc. Et là, c'était une autre esthétique parce que les gens étaient habitués à voir de la danse classique ou à voir de la danse contemporaine avec des gens qui étaient un peu chelous avec leur danse, tu vois. Et là, il y a Ouais. une danse un peu, tu vois, Plus jeune, populaire, ouais. voilà, des jeunes issus des quartiers prioritaires, etc., des Noirs et des Arabes, tu vois. Et là, c'était... Ouais. Oui, et puis il y a cette question aussi de dire que cet art, c'est un art quand même assez académique, donc il faut faire tel conservatoire, alors que là, c'est quelque chose qui s'est fait sur le tas, quoi. Ouais. Mais Mm. ça a amené de la nouveauté sur la scène chorégraphique en France, en tout cas. Ouais. Et le Ok. Cabardog arrive, plane un peu sur cette vague-là, l'emmène aussi Mhm. à La Réunion. Le Battle of the Year avait fait le lien. Et voilà, on avait choisi Soul City pour représenter, surfer sur cette vague-là. La compagnie Soul City vient de cette mouvance du Cabardog, du Battle of the Year, de notre expérience à Montpellier, etc. Donc, ouais, on est né de là. Et maintenant que Soul City, c'est une compagnie qui est établie, c'est quoi la ligne artistique un peu de Soul City? Qu'est-ce que vous portez comme vision? Là, si tu me demandes ça aujourd'hui, je vais parler vraiment de ce qu'on représente aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, avec Soul Mhm. City, on a une responsabilité sur la scène chorégraphique réunionnaise, de la scène chorégraphique réunionnaise. Alors, en quoi consiste cette responsabilité? C'est, premièrement, en termes de spectacle, on tient une exigence. On sait qu'on est Mhm. regardé. Il y a des jeunes qui nous regardent, comme moi, je regardais les compagnies à l'époque, les compagnies réunionnaises, hein. La compagnie Danse en l'air, la compagnie Morphose de Soraya, la compagnie Talipo. Il y avait une superbe compagnie à l'époque qui s'appelait Talipo. Et c'était la compagnie qui était, on va dire, ancrée dans la culture réunionnaise, tu vois. Alors que Danse en l'air, Soraya et d'autres, c'est des chorégraphes qui sont plutôt de culture française, tu vois. Mhm. Même si Eric Languet, je crois qu'il n'est pas né à La Réunion, mais il a grandi à La Réunion. Mais tu vois, au Mhm. niveau culturel, c'est pas un gars qui danse du maloya, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et sur la scène, dans les spectacles qu'il crée, ça se sent, tu vois. Mais pour moi, ça Mhm. fait partie de La Réunion, mais je veux dire, tu vois, à l'époque, il y avait Talipo, cette compagnie-là que j'admirais à l'époque, qui pouvait mettre un tambour sur scène, qui pouvait faire un peu de maloya, un peu de danse traditionnelle, tu vois. Et c'était qui le directeur de la compagnie? Ou la directrice? Je crois que c'était un duo, il s'appelait Philippe, mais je sais plus comment son nom. Ok, on retrouvera. Ouais, très facilement, la compagnie Talipo. D'accord. Et ils avaient fait un superbe spectacle qui s'appelait Porteur d'eau. Et Ok. ce spectacle, à cette époque-là, c'était très fort, a été joué à Châtelet, au théâtre de Châtelet, à Ah ouais, Paris. à Paris. Mm. Ouais. Moi, je l'ai jamais fait. Tu vois, le Châtelet, ça a l'air inaccessible, tu vois, aujourd'hui, même aujourd'hui. On espère qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a connu quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est jamais. Faut débloquer un rêve de Didier là. Ouais, si, oui, ça. Franchement, je serais très fier de jouer là-bas. C'est des signes de réussite. D'ailleurs, je suis très fier de Label avec Eva, Mhm. qui joue là-bas prochainement, ou il a déjà fait, je sais pas. Mais à travers Mhm. lui, je vis un peu le rêve, quoi. Donc du coup, pour revenir aux différentes compagnies que tu disais, Soul City, c'est un enjeu de responsabilité Ouais. sur la Mm. scène réunionnaise. Ouais, disons qu'on a une exigence en tant que compagnie. Voilà, l'exigence de production, de faire des bons spectacles, etc. Un spectacle, tu peux toujours le rater, mais on va dire, tu peux avoir un niveau de production, on va dire, exigeant. Mhm. Tu mets de l'exigence déjà dans l'équipe, dans la sélection des danseurs, tu prends que des bons danseurs, tu collabores avec les meilleurs en musique, tu vois, pendant longtemps, Label faisait les spectacles de Soul City. Là, je suis plutôt avec Bibas, tu vois, mais c'est des Mhm. gars qui sont reconnus. L'écriture de texte, c'est Francky Lorette. Bref, tu vois, tu mets une exigence comme ça, même que sur papier, tu sens que, tu vois, je fais l'effort de sélectionner les meilleurs éléments pour créer le meilleur spectacle possible. Le spectacle Mhm. peut ne pas être bon à la fin, mais en tout cas, dans une compagnie comme Soul City, on ne peut pas nier l'envie de faire un bon spectacle en Mhm. regardant la distribution. Donc, on a cette responsabilité-là. On donne un peu le ton, créer un spectacle, Mhm. on sait que ça influence les jeunes, etc. Enfin, les jeunes chorégraphes. Donc, tout le monde nous regarde. Ça, c'est notre exigence. Ça fait partie de notre responsabilité. On forme les danseurs. J'ai un Mhm. podcast qui s'appelle Oz Danse
Ce podcast-là, c'est la vitrine d'un incubateur sur la danse. Donc, il y a des jeunes danseurs ou des jeunes chorégraphes qui veulent vivre de leur passion. Donc, on les accueille dans l'incubateur et on les accompagne pour que leur projet naisse, quoi, ou qu'ils accélèrent. On les fait gagner 2-3 ans au lieu d'être seuls à chercher comment créer un spectacle ou à faire un budget d'une création. On livre l'information et tu vois, ils vont plus vite. Et puis, il y a le projet Wagon. Le projet Wagon, c'est vraiment notre part sociale. Le projet Wagon, c'est un projet social qui est mené par le prisme de la danse. Ok. Pour donner un petit peu plus de... Enfin, moi, je sais ce que c'est Wagon, mais pour donner un petit peu plus de définition derrière ça, c'est un parcours donc artistique et éducatif qui touche à peu près, je sais pas, une centaine de jeunes. 300, on a évolué depuis. Ok. Et donc, chaque année, à travers la danse. Voilà, à travers, plus que la danse, à travers la découverte du monde du spectacle vivant. Oui, ok. En soi, rapidement, on choisit un groupe de jeunes, par exemple une classe de 4e au collège, ou un groupe de jeunes dans un quartier prioritaire, par exemple au port. Et on emmène ce groupe composé de jeunes, d'adolescents principalement, dans un parcours de 6 mois. Et dans ce parcours, on va se voir quasiment toutes les semaines et on va faire des activités qui tournent autour du spectacle vivant. En soi, nous, Soul City, on maîtrise la danse, du coup, on va créer un spectacle avec eux. Et pour créer ce spectacle, on va les emmener au théâtre. Tu vois, on va aller à 20h regarder un spectacle à Champfleury. On va les emmener au musée. On va au musée, je sais pas, au musée Stella. Et voilà, on visite le musée, on apprend l'histoire de la Réunion, l'histoire de cette usine, etc. Et on va rencontrer des artistes. On va à la Cité des Arts, il y a un plasticien qui est en train de créer son œuvre. Et là, on passe 2 heures avec cet artiste-là et qui nous explique son processus de travail. En fait, à la fin du parcours, chaque jeune, l'objectif, c'est qu'il maîtrise les outils culturels de la Réunion. C'est-à-dire, ils savent comment aller voir un spectacle, c'est-à-dire prendre le billet et tout le rituel pour entrer dans la salle. Ils sont déjà partis au musée Stella, ils savent à quoi ça ressemble, de quoi ça parle, etc. Ils entrent naturellement après à la Cité des Arts. Il y a des jeunes qui pensent que la Cité des Arts est payante. T'imagines, hein? Le portail est toujours ouvert et que les gens, même s'il n'y a pas de spectacle, tu rentres et tu t'assois dans la cour de la Cité des Arts. Mais il y a des jeunes qui me disent « Ah ouais, mais c'est payant la Cité des Arts ». Je dis « Non, non, les spectacles sont payants, mais rentrer au sein de la Cité des Arts, c'est libre, quoi. C'est accessible, ouais. C'est accessible. Donc, du coup, l'objectif, c'est ça. C'est que le jeune découvre tout l'environnement du monde du spectacle. Ok. Et pourquoi c'était important pour toi de créer... Enfin, c'est un peu un projet de transmission, en fait, de belonging. Enfin, je sais pas comment dire ça. Genre, tu appartiens... Enfin, le monde un peu t'appartient, tu vois ce que je veux dire? T'as le droit de venir là. Ouais, c'est ça. Après, moi, tout ce que je fais, j'ai un intérêt personnel à le faire. Mon intérêt personnel, c'est que je me revois habiter chez ma mère au port et j'offre à ces jeunes ce que moi, j'ai pas reçu. Oui, c'est un écho à ton propre parcours. Ah oui, carrément. En faisant l'incubateur, tu vois, on porte conseil aux artistes et je leur dis, quand vous trouvez un projet comme ça où profondément vous voyez ce que vous sentez, ce que ça vous procure comme énergie, comme satisfaction, c'est là que vous avez trouvé le projet qui vous correspond. Ouais. Et qu'est-ce que tu observes du coup chez les jeunes quand ils entrent dans le wagon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change chez eux? Qu'est-ce que tu as observé de ça? Faire attention parce que les jeunes sont très arrogants. Je vais pas vendre du rêve. Ils rentrent, tu vois. Autant ils sont timides au début, mais après, mettre de la boue partout, hein, ça reste des jeunes, tu vois. Mais on va dire ils ont une certaine fierté. À la fin, on voit qu'ils sont fiers d'avoir vécu ça et ils sentent vraiment une différence entre certains copains qui sont jamais allés à Champfleury et eux maintenant. Ok. Un truc comme ça où ils passent à un autre niveau, à un stade supérieur, tu vois. Ok. Je sens beaucoup de satisfaction. Ouais. D'ailleurs, nous, on est des gars, franchement, assez cool et tout. Quand je fais un wagon avec un groupe, je suis le grand frère, tu vois. Je reste cool, tu vois. On s'amuse, on rigole, on va au théâtre, je casse de blagues. On est dans cette ambiance-là.
Donc, il y a quand même, on se crée pas mal de souvenirs. D'ailleurs, Ok. nous, on documente chaque wagon. On fait des petites capsules qu'on met sur Instagram et sur YouTube. On prend des photos, on fait appel à des photographes professionnels, etc. Donc, en termes de souvenirs, comme ça, on essaie de documenter. Et du coup, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont particulièrement marqué dans ce programme? Ouais, moi j'aime bien quand les jeunes prennent le temps de dire merci. Ça arrive pas souvent. Ok. Il y a certains jeunes parfois entre deux au revoir, tu vois, qui me disent ah monsieur merci. Juste ça, moi je suis content, je rentre chez moi, je suis fier. Et même quand il y a certains jeunes qui sont au théâtre, tu vois, Champfleury, on est parti la dernière fois, on a emmené une classe de seconde du lycée Jean Englo et on les a emmenés à Champfleury. Quasiment tout le monde, je crois qu'il y avait un seul élève qui était déjà venu avec ses parents. Mais sinon, sur les 30 élèves, personne n'avait jamais posé le pied au théâtre Champfleury. Et tu vois, ma satisfaction, moi, personnelle, et mes souvenirs, c'est de me voir assise au milieu de tous ces jeunes et ils sont en train de rigoler et ils sont en train de se prendre, tu sais, c'est des jeunes, hein, ils prennent des selfies avec la bouche en cœur et tout et ils filment, tu vois, ils sont comme ça, ils filment tout, ils filment même le plafond, la lumière et en fait là, tu sens qu'il y a une fierté d'être dans ce lieu-là à ce moment-là. Ouais. C'est un déplacement, quoi. Ouais, ça fait vraiment changement d'environnement, ouverture des horizons. Ouais, et tu sais que le téléphone, il est symbolique parce que s'ils prennent le temps de filmer, ça veut dire qu'ils veulent garder un souvenir. S'ils le postent après en story, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Là, ils sont dans un lieu stylé où ils sont fiers. Et moi, ça me rend fier. Il n'y a pas plus que ça, hein. Tu vois, je les observe prendre du plaisir, découvrir, être étonné ou se Ouais. sentir privilégié d'être là, alors que Mhm. pour nous, c'est rien, tu vois. Mais Ouais. pour eux, c'est vraiment un truc. Ils ont pris le temps de s'habiller, ils ont pris le Ouais. temps de se parfumer, de prendre le bus. Je sais pas comment ils font le lycée, mais ah non, je crois que le bus pour un spectacle à 20h attend les élèves devant le lycée, tu vois. D'accord, ok. Ils sont assez grands, du coup, ils viennent au lycée, je sais pas, le rendez-vous c'est à 19h. Tu Mhm. vois, et là, tout le monde est super bien sapé et tout, et le bus va à Champfleury. Donc, Ouais. tu sens qu'il y a eu de la préparation, etc. Ils sont fiers de ça. Et moi, ça me rend heureux. Je me dis, j'ai réussi mon projet quand je vois ça. Ouais. Et pourquoi tu l'as appelé wagon, du coup? Je sais plus, mais je crois que j'aime bien ce. Je crois qu'il y avait une histoire de parcours, il me semble. Ouais, il y a ça. Il y a l'idée du train, du wagon, du voyage. J'aime bien. Et ce que j'aime bien dans ce nom wagon, c'est comme un verbe, tu vois. Un wagon, tu vois, c'est comme un verbe d'action. Ah, d'accord. Et ouais, j'ai trouvé ça comme ça, hein. Franchement, c'est le Saint-Esprit hein, sur mes titres. Je réfléchis et je me dis, quel titre. Je suis très titre. Je prends pas mal de temps sur les titres. Ouais. J'aime bien titrer les choses. Tu vois, donner un nom, c'est un peu ma passion. Et j'essaie de donner un titre qui, même si j'ai pas encore créé le spectacle et même si je suis pas sûr du projet, j'aime bien l'énergie que porte un titre. Ok. Je peux dire, les spectacles ont souvent le titre avant le propos. Tu me fais la transition parfaite parce que en fait, il y a 2 spectacles dont j'aimerais parler. Il y a le spectacle Cagnard et le spectacle Le sel de la terre. Ouais. Peut-être si on peut commencer par Cagnard. Et j'aimerais que tu me parles déjà qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pourquoi tu as choisi ce titre. Cagnard arrive au bout d'une série de spectacles autour du trio. Concrètement, je crée mon premier spectacle en 2013. Je crée ensuite 3 autres spectacles. Et ces spectacles-là se ressemblent parce que c'est que des trios. Et j'ai fait une fixation. C'est un truc qui est assez dur à défendre, hein. Même au niveau des subventions, même au niveau de ton équipe au sein de ta compagnie, de dire, OK, l'année prochaine, j'ai l'idée d'un trio. La première fois, ça passe. Crois-moi, la 4e fois, tout le monde te dit, on est fatigué de voir les trios, tu vois. Fatigué de te voir faire des trios. Et moi, je dis, les trios, ça me passionne, je refais un autre trio. J'arrive au bout de ce cycle. Enfin, du coup, je décide de changer. Je me dis, OK, j'ai créé 4, 5 spectacles qui sont tous des trios. Maintenant, je vais créer un autre spectacle et je ressens l'envie de
plus vouloir danser avec personne parce que dans tous les trios, je dansais dedans, tu vois. Les trios, c'était 2 danseurs et moi. Et je me dis, j'ai envie de créer un solo. Le solo arrive avec plusieurs éléments, il y a plusieurs trucs qui se croisent, tu vois. Il y a ce bout de chemin-là où j'ai fait beaucoup de trios, je sens que j'ai plus rien à raconter avec cet équilibre-là de 3. Et j'ai 30 ans. Ça compte. J'ai envie de marquer un coup au sein de ma compagnie pour changer un peu l'image, l'ambition, etc. Et je me sens hyper en forme. Je me dis, je vais créer un solo. Je vais marquer le fait que je suis un danseur, je suis un chorégraphe, je dirige la compagnie Soul City. Et l'acte du solo pour un chorégraphe, c'est un acte presque de revendication. Tu vois, quand quelqu'un crée un solo, surtout son premier solo, là, tu tamponnes le fait que tu es danseur, chorégraphe et c'est ta compagnie. Il y en a qui attendent 40, 50 ans, mais c'est toujours à ce type d'âge. Tu vois, c'est pas à 26 ans ou à 37 ans. Tu vois, non, c'est 30, 40, 50, 55, parce que 60. Tu vois, c'est des moments de vie comme ça. Et moi, j'ai 30 ans et je me dis, ouais, je vais créer un solo. OK. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Cagnard. J'ai envie de créer un spectacle avec ce nom qui portera toute mon histoire, toute mon enfance au port et toute mon histoire, quoi. Ok. Donc du coup, on est sur quelque chose qui, comme on en a déjà parlé un peu, conditionnement psychologique, social. Ouais, après, il y a ce que j'écris, après ce que je ressens vraiment. Tu vois, en tout cas, là, aujourd'hui, ça fait depuis 2017, 2018, un truc comme ça. Et pour moi, c'était la solitude. C'était ce que je vivais en plus dans ce métier de chorégraphe, dans tout mon parcours. Parce que là, j'ai 30 ans et ce qui est bien, je me souviens encore à mes 30 ans, c'était une année où je pouvais regarder derrière, tu vois. J'ai regardé ma carrière, tu vois, et il y avait des choses à voir. Parce que quand tu te retournes trop tôt, t'as pas assez de matière. Mais à 30 ans, on avait fait le tour du monde avec la danse, avec mes spectacles, même moi en tant que danseur dans d'autres spectacles. Je pouvais faire un point sur ma carrière comme ça. J'avais vécu de belles choses, mais je me sens un peu fatigué aussi. J'avais beaucoup donné pour construire Soul City, pour faire en sorte que ça soit une compagnie reconnue. Et j'ai envie de marquer le coup avec un solo. Et le Cagnard, il est là-dedans, tu vois, il est dans la solitude, il est dans la confrontation. En même temps, il a bon cœur, tu vois, dans sa manière. Il a envie de faire du bien, tu vois, mais il sait pas aimer ou il sait pas faire. Il est un peu maladroit, mais il a un talent. Et ça me tenait à cœur. Je me disais, ouais, je vais raconter ma propre histoire en le mettant de manière artistique. Mais même personnellement, c'était en lien avec ce que j'avais envie de vivre, de représenter ce mec en solo qui voulait se dépasser. Et c'était en fait l'histoire que j'avais vécue. Quelqu'un qui avait envie de pousser le mur. Et d'ailleurs, le spectacle commençait comme ça. Parce que j'avais, en termes de scénographie, c'était un mur de 4 mètres de haut sur 6 mètres de longueur. Et c'était recouvert d'un film en plastique blanc. Et le spectacle commençait où ce mur-là était posé en bord de scène. Donc, tu rentrais dans la salle de spectacle, tu voyais pas la scène, tu voyais un mur posé comme ça. Et en fait, le spectacle commençait par un coup je sais plus qu'est-ce que je donnais, un coup de poing ou un coup de tête, je sais plus, dans le mur. Et le mur se levait comme ça. Et là, tu voyais les lumières apparaître. Et c'était symbolique de quelqu'un qui voulait briser un plafond de verre, tu vois, quelque chose comme ça, qui voulait ouvrir la porte ou qui voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Mais tu vois, quand je raconte ça, je pense que tu comprends mieux Wagon, tu comprends mieux, tu vois, mon histoire au port et au lycée Le Pervenche, ma frustration d'être dans ce lycée et je veux pousser le mur et aller à la fac, quoi, tu vois, retourner à notre chemin. Donc, quand je fais ce solo, c'est avec cette énergie-là. Ouais, c'est fort. En tout cas, ça fait le lien avec aussi beaucoup de choses dont on s'est parlé, quoi. Tu nous parlais un peu de comment tu fais la transition entre l'histoire que tu veux raconter et, par exemple, la scénographie ou quand tu parles de ce mur qu'il y a quand on rentre, mais comment tu le traduis aussi dans les mouvements? Il y a des techniques de création de spectacles de danse que j'applique. On l'a comme base.
Et après, par-dessus ça, tu fais un peu ce que tu veux, mais tu te reposes sur des outils. Mhm. Par exemple, quand je crée Cagnard, je crée un personnage qui est entre force et souplesse. Et ça, dans la danse, n'importe quel danseur saurait reconnaître cette énergie-là. C'est-à-dire Mhm. que la force, elle est plutôt tendue, et plutôt dans les mouvements qui sont tranchants, qui coupent. Tu cours d'une manière un peu lourde, tu fais un sprint, par exemple. Tu vois, c'est dans cette énergie-là qui est très musculaire. Mhm. Et dans ce cagnard-là, j'avais mis dans son corps ces deux énergies, ce côté musculaire et cette souplesse. La souplesse, vraiment, le gars, il est souple, son dos, il se tord, il passe d'un mouvement, d'une position à une autre et tout. Et ça, tu crées déjà une danse avec ça. Mhm. Tu le rythmes, des fois, tu le rends confus, mais tu joues avec ces deux énergies-là. Là, déjà, tu as ton personnage. Mhm. Après, pour Cagnard, j'avais fait toute une recherche. Quand je dis recherche pour Cagnard, c'était observer beaucoup les gens dans la rue, notamment Jacques Le Fou. J'avais repris beaucoup de mouvements de Jacques Le Fou, ses attitudes, la manière dont il marchait, la manière dont il regardait, etc. J'avais repris beaucoup de ça. J'avais même filmé une fois comme ça à la gare de Saint-Paul. Et j'avais repris des éléments de son comportement. Mhm. Et ça consolidait, ça rendait, on va dire, charismatique mon personnage. Ok. Donc la danse se crée petit à petit comme ça, et après, tu poses les mots sur des intentions. Là, j'étais accompagné d'un dramaturge, d'un scénographe, donc on peut faire un temps de travail comme ça autour d'une table, et moi, je pose les mots sur le spectacle, comme on est en train de faire là, et je dis qu'est-ce que j'ai envie de raconter, je raconte un peu mon histoire personnelle, d'où ça vient, blablabla. Et petit à petit, l'idée du mur arrive, quoi, parce qu'on a Mhm. parlé d'obstacles, parce qu'on a parlé de limites, on a parlé de conditionnement, on a parlé d'horizon. Et moi, quand j'habite au port, il faut savoir que la cité RN4, il n'y a pas d'immeuble. Mhm. Il n'y a pas d'immeuble, il n'y a que des cases à terre. Mhm. Mais en fait, tu n'as pas de vue sur l'horizon. Tu vois pas la mer. Bon, tu me dirais, il y a plein de quartiers qui sont comme ça au port. Mais Mhm. franchement, c'est presque symboliquement, tu n'as pas la vision sur ce qui se passe ailleurs. Ouais, mais en plus, pas que dans les quartiers, mais vu que la Réunion, elle est quand même en relief, souvent, tu as une vue sur mer, même si tu es dans une case. Exactement. Ben nous, Mm. non. Au port, non. Tu es dans une cuvette comme ça. Et tu vois Ouais, que c'est ça. ça, quoi. Ouais. Et moi, c'est quand je te dis ça, physiquement, on le vit comme ça, mais même mentalement. Tu sais Mhm. pas ce qui se passe ailleurs. Tu es en manque d'informations en tant que jeune pour toi. Mhm. Aujourd'hui, je me positionnerai pas là-dessus, même si je le sens un peu quand je fais wagon. Mais bon, franchement, avec Internet et tout, j'ai l'impression que... Oui, en fait, quand tu parles de l'horizon, tu parles aussi de la fenêtre de l'évasion, quoi, en fait. De se dire, si tu regardes par la fenêtre et que tu vois l'horizon de la mer, ça amène à rêver, en fait. Il y a ça, là, c'est sur le plan physique. Donc, tu vois Mhm. vraiment la matière. Tu vois la Ok. mer, tu vois Ouais. un coucher de soleil, etc. Mais Mhm. là, je pars même plus loin que ça. Mentalement, Ouais, tu sais ouais, pas ouais. que le théâtre Champfleury existe. Tu sais pas le Mhm. situer. Tu sais Mhm. pas qu'est-ce que l'intermittence du spectacle. C'est des informations qui n'arrivent pas dans le quartier. C'est pas ma mère qui va m'expliquer qu'il faut faire 507 heures, tu vois. Et même Mhm. pas l'éducateur de la case de mon quartier, même pas personne. Mhm. T'es limité en termes de projection. Mhm. Il y a un truc que je regrette, et aujourd'hui, en tant que papa, je me dis, bon, ok, franchement, ma fille, elle manquera pas de ça. C'est, franchement, si j'avais su qu'on pouvait aller à Sciences Po, je crois que je ferais tout pour aller à Sciences Po. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais j'étais pas au courant. Mhm. Je savais pas. L'ENA, Sciences Po, aujourd'hui, ça s'appelle plus l'ENA, mais je retiens pas le nom. Mais l'ENA, Sciences Po, l'école de commerce. Franchement, Lucie, à mon époque, tu voyais pas tout ça. Tu voulais te projeter, c'était trouver un travail, sortir du RSA. Mhm. Ça fait assez écho avec moi parce que, enfin, j'ai fait une école d'art, mais j'ai pas fait des parcours de passerelle ou quoi, mais j'ai commencé avec un CAP. Du coup, je vois bien le chemin de se dire, ben, si j'avais su avant, peut-être que je serais anthropologue ou tu vois ce que je veux dire. Tu vois pas l'horizon Ouais, mentalement. ouais. Ta projection mentale Mhm. a une limite. Mhm. Ouais. Quand tu parles de ça, pour créer un spectacle, crois-moi, il y a des idées. Tu vois, tu cherches une scénographie,
Tu te dis, OK, on va construire un big mur, un truc où... Infranchissable. Ouais, infranchissable. Et d'ailleurs, à la fin de ce spectacle, je monte sur ce fameux mur et je jette mon corps de l'autre côté. Ok, Le public me voit disparaître. ok. Et ce mur m'écrase, ce mur me tient par la jambe. Ça, j'ai dû apprendre dans ma capacité physique d'être attaché par une jambe, tu vois. Et le mur monte comme ça à 5 mètres de haut. J'ai la tête en bas comme ça, genre pris. Mhm. Dans ce spectacle-là, on a mis des images symboliques comme ça. Ouais, et puis ça permet de rendre compte d'un état mental dans un état physique aussi, c'est intéressant. Ouais. Ben, un spectacle, ça se crée comme ça. Comment on crée un spectacle? Ben, par un ensemble d'intentions qu'on essaie de traduire par le mouvement, par la danse et par ce qu'on voit, tu vois, la scénographie, la manière dont on va éclairer le corps du danseur, les éléments sur scène, la musique. La musique de Cagnard, c'est Label qui l'a créée. Et la musique, avec Label, on a beaucoup enregistré la rue. Et dans les 15 premières minutes du spectacle, on entend la route. On avait filmé près de la Cité des Arts, là, la route, pied Bagnan, là. On était resté là et on enregistre les voitures qui passent. Et dans le spectacle, on entend ça. On est parti au marché forain du port. Là, on entend des gens parler. Et même, on a eu la chance qu'un petit gars, un petit yab, tu vois, parle à ce moment-là et nous raconte qu'un gars a volé son vélo et que maintenant, il faut voter à droite parce qu'il en a marre, il faut les mettre en prison, etc. Et ça, on l'entend dans le spectacle. On met ça dans le guet, on dit, attends, Nazan m'attrape, Nazan vole mon vélo, alors. On met ça dans le spectacle, tu vois. Ok. Moi, je te parle de ça parce que autant, je l'ai joué, j'étais en tournée en Afrique du Sud et à Mada, là, en juillet dernier. Et du coup, tu vois, ça m'anime d'en reparler parce que je le sens encore dans mon corps aujourd'hui, tu vois. Oui, on parle un peu du sel de la terre. Donc là, il me semble que c'est plus... on se décale, tout à l'heure on parlait beaucoup de le solo, de ton parcours avec Cagnard, et avec le sel de la terre, c'est plus sur l'identité réunionnaise, on va dire en général. Ouais. Et tu explores du coup la puissance des cérémonies dans les sociétés donc humaines et donc à La Réunion. Et je me demandais en fait d'où est venue cette envie d'explorer les cérémonies. Dans mon intérêt pour l'artistique, c'est pour moi une richesse. Personnellement, ma famille, moi, on ne pratique pas. On est plutôt catholique. Ma mère va à la messe tous les dimanches. Moi, je suis chrétien. Même aujourd'hui, je vais à la messe. Tu vois, je suis marié à l'église. Je suis chrétien. Mais dans le domaine artistique, je trouve très passionnant tout l'univers spirituel de La Réunion. Et je me nourris de ça. Et j'ai pas attendu le sel de la terre, tu vois. En fait, dans tous mes spectacles, avec la Belle, on entend le marché forain, on était parti au service cabaret, on a fait même la marche sur le feu. Bon, alors on n'a pas marché sur le feu avec la Belle, mais on a fait tout le carême. Pendant un mois, on allait à la chapelle tous les soirs prier. Pour avoir accès à la marche sur le feu, être au plus proche des braises, etc. Et tu vois, et la Belle a enregistré tout le son. Et d'ailleurs, dans Cagnard, on entend les mantras. Et moi, je trouve ça très riche. Et dans tous mes spectacles, il y a une dimension spirituelle comme ça. Et le sel de la terre, la différence avec les autres spectacles, c'est que je veux assumer cette dimension réunionnaise. Parce qu'en fait, avant le sel de la terre, je le mettais, on va dire, de manière subtile. Là, dans le sel de la terre, c'est la première fois où j'assume faire entendre les tambours, tu vois. Clac, clac. Et ça me parle parce que c'est toute mon enfance. À la Cité RN4, quand tu vas au centre commercial, il y a une chapelle à côté. Et ça, on appelle cette chapelle, et dans le quartier qui est collé au centre commercial maintenant, on l'appelle la Cité Malbar. Il y a la Cité RN4 et la Cité Malbar. Et en fait, quand à la chapelle, ils font le rituel, on entend à la Cité RN4. Et moi, j'ai toujours entendu ce son-là, les baguettes, les tambours, dans mon quartier, et même le soir, tu vois, faut savoir qu'un rituel, il tape toute la nuit. C'est une musique, c'est une sonorité familière pour moi. On l'a toujours mis subtilement dans tous mes spectacles avec la Belle. Et là, dans le sel de la terre, j'ai décidé d'être moins subtil sur ce propos-là.
et d'en faire un spectacle pour la première fois. Avant le Cercle de la Terre, je pouvais pas le faire parce que pour moi, c'était exotique. J'ai toujours fait attention à ça, à pas être la compagnie un peu exotique, quoi. Et là, avec le Cercle de la Terre, j'avais fait l'effort de réfléchir sur comment créer un bon spectacle avec ces éléments-là. Et est-ce que tu explores des cérémonies en particulier ou est-ce que c'est un mixte? Non, c'est un mix. Et c'est ce que je retrouve à La Réunion, tu vois, en traînant dans le cadre de nos recherches, dans les différentes communautés, etc. Il y a beaucoup de syncrétisme. Plein de trucs mélangés, tu vois. Les Malbars vont à la messe. Dans une chapelle, tu peux trouver la Vierge Marie dans la cour derrière. Tu vois, tout ce mélange-là, c'est ça qui m'inspire. Et en fait, dans le Cercle de la Terre, non, il n'y a pas un rituel ou une communauté en particulier, mais il y a tout ce mélange-là. Et moi, quand je crée le Cercle de la Terre, je pense pas forcément à un rituel malbar ou malgache, caf, tout ça. Je me remets dans l'état où j'étais adolescent chez ma mère et il y avait des fêtes sous la véranda. En fait, pour moi, le Cercle de la Terre se passe sous la véranda chez ma mère. Ok. Et pourquoi tu l'as appelé le Cercle de la Terre du coup? Le Cercle de la Terre ne vient pas de moi. Je l'ai repris de la Bible où Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre » et blablabla, bla, 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 je ne sais plus la phrase aujourd'hui. Mais c'est Jésus qui emploie ce terme. Et ça, c'est ma porte d'entrée. Et je prends ce titre aussi parce qu'il y a beaucoup d'artistes avant moi qui ont créé des œuvres avec ce titre. Ok. C'est-à-dire que moi, en étant catholique, à la messe, dans les versets, etc., j'ai toujours entendu le sel de la terre. La partie de la Bible qui dit les paroles de Jésus, et voilà, c'était un truc je savais. Et aussi, je découvre qu'en fait, il y a pas mal d'artistes qui ont créé des œuvres avec ce titre-là. Et là, je me dis, j'ai envie de parler de notre humanité, j'ai envie de parler du groupe, j'ai envie de parler des gens qui sont ensemble, qui se battent pour avancer, qui sont liés par une croyance, tu vois. Ils sont en communauté, ils sont ensemble parce qu'ils ont la même croyance, ils veulent affronter les mêmes choses, ils vivent quasiment la même chose tous les jours. Donc, il faut qu'ils se soutiennent, il faut qu'ils se lient. Et j'ai envie de l'appeler le sel de la terre et en faire le premier spectacle avec ce titre-là. Parce que les autres œuvres, c'est des documentaires, c'est des livres, et je crois qu'il y a un film, il y a une expo aussi. Mais tous les sels de la terre, en tant qu'œuvre, ont le même point commun, c'est l'humanité. D'accord. C'est les hommes, tu vois, avec un grand H. Et du coup, là, on est sur un spectacle où on a combien de danseurs? Les sels de la terre, ils sont à 9. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de comment une personne prend forme dans la scène de Cagnard, mais là, quand il y a 9 personnes, comment tu mets ça en œuvre, en fait? Il y a des personnages que j'extrais du groupe, et il y a des personnages qui sont dans le groupe, qui forment encore dans le groupe. Franchement, si tu imagines une fête de famille sous la véranda, tu vois très bien le Cercle de la Terre, ça ressemble à quoi. Ok. T'as des personnages un peu à part, t'as des couples, t'as des enfants, t'as des vieux, t'as des jeunes. Et en fait, tout ça, ça fait vivre le groupe. Et en fait, dans le Cercle de la Terre, techniquement, moi, je choisis de mettre un des danseurs, qui est Shani. Enfin, tous ces danseurs-là sont dans la tête de Shani. Et c'est Shani qui imagine sa vie de jeune pour toi à travers ces personnages-là. Et en fait, le spectacle commence où il est assis sur une chaise. Après, il se lève, etc. Mais c'est les souvenirs qui sont dans sa tête. Et parfois, il rentre dans son rêve et parfois, il en sort. En interne, comme ça, je me raconte cette histoire-là. Mais c'est ce qui n'est pas trop visible. Un spectacle de danse, c'est très abstrait. Hein, tu vois, tu regardes, c'est joli, mais des fois, tu ne comprends pas trop le lien narratif. C'est pour ça qu'on interviewe aujourd'hui, parce qu'on veut savoir tout. On veut savoir tous les secrets. Ouais, c'est cool. C'est bien de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un artiste. Parce qu'en fait, si tu regardes le spectacle et tu sens qu'il y a de la profondeur, qu'il y a un truc qui fait que tu vois pas le sens, mais tu comprends les intentions. Et tout ça, ça se repose sur ce genre de décision.
Tout le monde est Mhm. dans la tête de Shani, donc vous le regardez pas comme ça. Presque vous le Mhm. regardez jamais. C'est lui qui vous regarde. Vous dansez et Shani, je dis à Shani, là, tu fais pas toute la chorégraphie, tu les laisses danser. Tu arrives, tu danses un bout de la chorégraphie et tu repars. Et en fait, en Mhm. interne, nous, on connaît notre histoire. Mais Mhm. en tant que spectateur, toi, tu comprends pas tout ça au niveau narratif. Les choses se développent comme ça. Mais tu sens qu'il y a un truc qui se raconte et les danseurs le portent, quoi. Mhm. Il y a pas de flottement ou, bon, j'espère pas, hein, mais il n'y a pas de moment où tu as l'impression que les danseurs ne savent pas où ils sont. Tu vois, Ok. tu as l'impression que eux, même si toi, tu captes pas l'histoire, tu sens que dans leurs yeux, eux, ils ont une histoire. Mhm. Ils sont en train de vivre quelque chose. Ok. Peut-être une dernière question sur le sel de la terre. Tout à l'heure, tu parlais que en fait, ça reflétait en fait l'humain ou l'humanité qu'on partage tous, et en même temps, ça honore l'histoire et l'identité de la Réunion. Et du coup, je me demandais comment tu arrives à garder un équilibre entre ce qui est universel et aussi ce qui est spécifiquement réunionnais. Pour moi, tout ce que vit la Réunion reste universel. Franchement, j'ai beaucoup voyagé, toi aussi, Lucie. Et en fait, je retrouve les mêmes mécanismes dans n'importe quel pays du monde. Sauf que la couleur est différente. La langue est différente, le rythme, le regard est différent, mais on vit tous la même chose. Mais est-ce que tu penses que c'est lié à quelque chose en particulier? Bah, c'est lié à notre humanité, le fait que tout le monde soit sur Terre. Enfin, je sais pas si je réponds à la question. Que tout le monde vive la même chose? Non, mais le fait que la Réunion est spécifique, mais que ça peut parler dans différentes cultures. Donc, que ça devient universel. Oui, parce que peu importe où tu es dans le monde, tu sais l'effort que tu dois déployer pour créer quelque chose. Tu sais, n'importe quelle personne de n'importe quelle origine connaît le sentiment amoureux, connaît l'effort qu'il faut faire pour se surpasser. Tout le monde connaît qu'est-ce que la spiritualité. Quand tu crois en quelque chose qui est plus fort que toi, ça appartient pas aux Réunionnais, ni au bouddhisme, ni aux Indiens, tu vois, ni aux yogistes. Ça appartient Mhm, à l'humain, on a une dimension comme ça, et c'est ça notre point commun. Et moi, mhm, je le raconte tout ça par le prisme de la Réunion. Nous, ma spiritualité, par le prisme de la Réunion, c'est passé par ce syncrétisme. Tu vois, c'est passé par la religion. Bah, même pas religion, c'est par des croyances. Si on se dit que mhm, voilà, les services cabarets, c'est pas une religion, mais c'est plutôt une croyance, des ancêtres, etc. C'est ma mhm, manière de raconter notre dimension spirituelle, humaine. mhm, La manière dont je vais raconter le sel de la terre, moi, je parle de famille, mais c'est mon côté réunionnais qui dit ça, parce que je nous vois manger dans des vannes sous la véranda, je nous vois mettre où ça nous ça va et danser au thé grand-mère ou mhm. ouais, la dernière fois j'écoutais, ça me faisait rappeler à mon enfance, comment ça s'appelle ce groupe de Sega mauricien? Cassia, Cassia. c'est vrai. On a dansé sur Cassia. Et même quand j'écoute aujourd'hui, il y a beaucoup de souvenirs qui... Waouh, c'est presque toute ma vie, jusqu'à maintenant. Parce qu'après, maintenant, moi, je suis... Franchement, j'ai changé de... parti à la fac, et puis j'ai habité longtemps à Saint-Gilles, et puis là, j'habite à Saint-Leu. J'ai créé quand même une séparation. C'est quand je retourne Mhm, chez ma mère, déjà, je parle rarement créole maintenant. C'est quand je mhm, retourne chez ma mère, je parle créole. Mais sinon, tout mon entourage, tous les gens de la danse, mon administratrice, les danseurs, tout le monde parle français, tu vois. Il n'y a que chez ma mère, maintenant, je réalise, ou quand je trouve Chani, que je parle créole. Mais je parle mhm, plus français que créole aujourd'hui. Bref, dans tous les cas, c'est des intentions, c'est des émotions, ou c'est des... Dans les spectacles, hein, c'est des choses que vivent le monde entier. mhm. Moi, je le raconte avec mon filtre d'ici. Par exemple, quelqu'un qui raconterait la famille, je sais pas, dans un pays un peu plus froid, j'en sais rien. Non, le groupe, un chorégraphe qui est suédois qui raconterait le groupe, je suis pas sûr qu'il prendrait le prisme de la famille sous la véranda. Oui, Peut-être qu'il oui, je vois ce que prendrait tu veux dire. plus un côté plus tribu ou moi, j'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Chacun avec sa culture raconte les mêmes choses. Mhm, C'est ça, le sel de la terre reste universel pour ça. mhm.
Ok, bon ben merci beaucoup. On arrive à la fin de notre interview et il y a des questions qu'on adore poser à tous nos invités. Oula. Donc la première, c'est quel est le ou la réunionnaise qu'on devrait tous connaître, selon toi? Je sais pas, mais je vais réfléchir sur le coup. J'ai pas une personne en particulier, mais comme je suis jeune papa, je dirais notre grand-mère. Alors, j'invite à tous les Réunionnais à se reconnecter à sa grand-mère. C'est un symbole de sagesse, même si notre grand-mère est partie, etc. Allez voir votre grand-mère au cimetière, regardez la photo de vos grands-mères, etc. Il n'y a pas plus sage aujourd'hui. J'avoue que là, je suis en train de montrer un petit cadre que j'ai sur mon bureau avec ma mémé dessus. Il y a un moment dans notre vie, on a besoin de sagesse, on a besoin de se reconnecter. Nous qui sommes jeunes et connectés, et on a l'impression de connaître un peu plus que nos parents. Il y a un moment où on prend un coup de fouet, et on regarde derrière et on se calme, tu vois. Parce que nos grands-mères, elles ont réussi, parce qu'on est là. Je pensais à ça. J'ai un petit regret parce que, tu sais, bon, je vais te dire une confidence, mais quand je me suis marié, j'avais un discours que j'ai pas dit. Je vais pas dire le discours, mais là maintenant. Mais j'avais un petit freestyle, tu vois, j'avais pas écrit. Ouais. Mais je voulais dire à ma mère et à la mère de ma femme qu'elles avaient réussi. Parce qu'aujourd'hui, on est là et il y a 2 familles qui sont réunies. Et à ce niveau-là, pourtant, moi, je considère que j'ai réussi. Je gagne bien ma vie à travers la danse, etc. Aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai une fille. Je peux pas trop me plaindre. Mais il y a une dimension dans un autre monde qui est le monde normal, j'ai pas encore réussi. Ma mère, elle a réussi, ma grand-mère, elle a réussi. Et voilà. Donc les grands-mères. En plus, Ouais. tu disais « Oh, tes grands-mères » tout à l'heure pour la chanson. Ouais, donc, c'est influencé, je pense. mais c'est une vérité, c'est une vérité. Vraiment, je le pense sincèrement. Reconnectez-vous à vos grands-mères. Très bien. Si tu avais une référence littéraire, musicale, artistique que tu voudrais partager avec nos auditeurs. Tu l'as publié aujourd'hui et j'avoue que je suis en admiration devant le parcours de cet artiste. J'ai lu 2 de ses livres. Je recommande tout le monde à lire ses bouquins. Et c'est Gaël Bellem. Ouais, c'est Gaël, ouais. Moi, je pense que, tu vois, je lis beaucoup. Pour moi, Gallimard, c'est une référence en tant qu'éditeur. Et quand j'ai su qu'il y avait une Réunionnaise qui a été publiée là-bas, franchement, j'étais mort de joie, de bonheur et j'étais hyper content. Je sais pas pourquoi. Mais tu vois, malgré tout, malgré que j'ai une certaine confiance en notre capacité à créer, à réussir, etc., parfois je doute et parfois j'ai envie de nous voir plus loin. Et de temps en temps, j'ai des lumières comme ça, j'ai des informations comme Vincent Fontano qui crée son film, qui arrive à aller loin dans la production d'un film. Et là, je vois Gaël Bellem et je me dis, waouh, à travers elle, on a réussi. Mais ouais, c'est vraiment inspirant. Et je trouve que via Badcarré, c'est aussi ça, en tout cas moi, qui me nourrit beaucoup, c'est d'écouter tous ces gens, enfin tous ces Réunionnais qui sont ultra talentueux. Et tu te dis, ah, je suis trop fière d'être de ce groupe. Je suis trop contente de ma communauté. Enfin, ça donne la force en fait. Ouais, moi je connais pas Gaël Bellem. En tout cas, si elle écoute ce podcast, je lui dirais que merci. Mais tu as bien raison. C'est le sel de la terre, c'est ça. On se connaît pas, mais on est liés quelque part. Et je pense que toutes les communautés sont un peu comme ça. Je le vois très bien. J'ai interviewé dans un podcast un gars, c'est un Martiniquais, un danseur qui a entre guillemets réussi aussi, qui a quitté la Martinique pour aller en France et tout, sans le bac, etc. Mais aujourd'hui, il parle de la Martinique, il en a des frissons. Et je vois le nombre de commentaires de Martiniquais qui le félicitent. Waouh! C'est ça, en fait. Et moi, je crois beaucoup en ça. C'est que parfois, on parle, mais je pense que souvent, il faut faire. C'est à travers ta réussite que tu vas être inspirant. Tu peux faire des longues paroles, des longs serments de moralité, de good vibe, de virtual sinner. Mais en fait, c'est quand tu as réussi, en tout cas quand tu es parti un petit peu plus loin que les autres, c'est là que les gens te suivent. Voilà, dédicace à Gaël Bellem. Ok. Et une expression créole que t'aimes bien et que tu veux partager. Donc là, t'es pas avec ta maman, mais tu peux causer créole avec nous.
Ah oui. Oui, c'est un gars créole. Alors, mon expression à dire favori, c'est un peu l'emblème de Soul City. Le slogan. Le slogan, ouais. C'est Thias, il coupe gros bois. Ok. Thias, il coupe gros bois. TH, il coupe gros bois. Pour moi, il y a beaucoup de symboles là-dedans. Pour moi, c'est symbole de peu importe ta taille, tu peux avancer, tu peux arriver. Tu vois, c'est pas parce que tu es petit que tu peux pas abattre ce qui semble plus grand que toi. Et c'est aussi symbole de patience. Le petit H qui coupe gros bois, c'est la patience aussi. Il y a un moment où l'arbre va tomber. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Et c'est aussi le goût du travail. Moi, tu sais, malgré tout ce que je dis, ça a l'air cool et tout, niveau artistique. Mais derrière tout ça, il y a du travail. Et moi, je pousse les gens à travailler, à pas se victimiser. Ça sert à rien. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup de gens se plaindre, se mettre en position de victime. Moi, je pense à 90%, c'est dans leur tête. Ça, l'obstacle, c'est eux-mêmes, en fait. Il faut dépasser certaines émotions, certaines appréhensions. Il faut travailler, et beaucoup travailler. Ouais. D'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup Didier d'avoir partagé ton parcours, ta vision, ton énergie avec nous. Où est-ce qu'on peut te suivre pour rester au courant de tes projets et ceux de Soul City? On est beaucoup sur Instagram, donc c'est soulcity.didierboutiana. Et un peu partout, c'est ça, Soul City Didier Boutiana, c'est le Facebook, la page Facebook. Mon site internet, c'est soulcity.re. Mais ouais, on est sur les réseaux et on poste pas mal d'informations. J'ai l'incubateur qui s'appelle Oz Danse. Le projet Wagon a son propre Instagram aussi. Donc ouais, les gens qui nous cherchent, ils vont nous trouver. Hein. Tu tapes Didier Soul City. On est sur les réseaux. Super, ben encore merci et merci à vous les auditeurs pour votre écoute toujours très fidèle. À bientôt sur Bas de Carré. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @badcarré, @BAT-KARE, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!